L'Arabie Saoudite et le Qatar ont donc aidé des groupes djihadistes, mais au même moment, nous aussi, la France, nous avons aidé des groupes rebelles. Oui, l'ASL, l'armée syrienne libre, qu'on décrit alors à Paris comme une alternative démocratique possible, crédible à Bachar el-Assad. Mais en fait, dès le départ, la France prend fait et cause pour les rebelles contre le dictateur syrien. Rappelez-vous, le départ de Bachar, ce n'est qu'une question de semaines, expliquait Laurent Fabius. Et en août 2012, lors d'un déplacement à la frontière turque, le ministre des Affaires étrangères français prononce ces phrases désormais célèbres. Les personnes que je viens de voir, qui sont des Syriens d'un village qui a été bombardé juste de l'autre côté de la frontière, ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Ne mériterait pas d'être sur la terre, les mots sont terribles. Et ça justifie, bien que l'on arme les rebelles. Effectivement, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Alors officiellement, on livre des gilets pare-balles, des outils de cryptage pour les communications, des masques contre les armes chimiques ou des lunettes de vue nocturne. Mais en fait, ce sont bien des canons de 20 mm, des mitrailleuses, des lance-roquettes et des missiles anti-chars que nous avons livrés à ces groupes. Ces armes officiellement destinées à l'armée syrienne libre. Et pourtant, dans les faits, on ne sait pas trop dans quelles mains elles sont tombées. Non, on le réalise aujourd'hui. L'ASL ne pesait rien. Ce qu'on appelle les rebelles, c'est une nébuleuse, illisible. Certaines de ces armes sont donc effectivement passées dans les mains d'Al-Nosra, le groupe proche d'Al-Qaïda. Et c'est ce qui fait dire à l'ex-patron du renseignement extérieur de la France, Alain Juillet, qu'on s'est planté sur toute la ligne. Moi, je pense qu'il y a eu une faillite des services de renseignement dans ce domaine. Et ça se comprend, puisque une des premières réactions qu'on a faites, ça a été de couper les ponts, fermer l'ambassade. Une première action, c'est de fermer l'ambassade en Syrie et de ne plus avoir de contact avec les services syriens. Mais dans ces genres de choses, il faut avoir des contacts en permanence. On a livré des armes aux rebelles. Bien sûr. La France a livré des armes à Al-Qaïda, à l'État islamique. Nous, les Américains ont livré des armes pour empêcher la progression de l'armée de Bachar contre Jamal al-Nosra et Daesh. Les Américains ont livré des missiles anti-chars, encore récemment. La question, c'est qu'on entendait à ce moment-là, nous soutenons les Syriens libres. Mais quand on regarde sur le terrain ce que c'est que les Syriens libres, c'est rien du tout. La France serait donc totalement trompée dans son évaluation de la situation. On a quand même du mal à comprendre comment, au sommet de l'État français, on a été aussi mal informé. Comment on a pu croire que l'ASL pouvait peser face à ces groupes djihadistes? Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. D'abord, pour Pierre Conessa, qui lui connaît bien les rouages du Quai d'Orsay, c'est tout l'appareil diplomatique qui s'est laissé aveugler. C'est donc un système, un fonctionnement, le fonctionnement même du ministère des Affaires étrangères qui, dit-il, est à revoir. D'abord, il y a eu un axe diplomatique qui a été dès le début extrêmement insistant sur le thème « notre ennemi, c'est Assad ». À partir de ce moment-là, l'analyse de la crise a été monologique. Ça allait dans le sens de ce qu'avait décidé Fabius. C'est pas en fonction de ce qui était le sens de la réalité du terrain. C'était qu'est-ce que dit notre chef et on va effectivement conforter ce que dit notre chef. C'est-à-dire, c'est Assad, il faut se battre contre Assad et donc pour ne pas subventionner les groupes islamistes, c'était on va subventionner l'ASL. Mais c'est vrai que c'est une faillite terrible. Et cette faillite, elle a peut-être aussi d'autres explications. Oui, économique par exemple. Là aussi, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ce sont des partenaires économiques de la France. Et face à eux, la Syrie ne pèse pas lourd. Alain Chouet, l'ancien patron du renseignement de la DGSE, qui s'est rendu plusieurs fois en Syrie, se souvient de ce qu'on lui répondait au début de la crise lorsqu'il alertait les autorités françaises sur la réalité de la situation sur le terrain. La réaction que j'avais en général, en rentrant de Syrie, où je venais un peu raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, les messages qu'on avait essayé de me faire passer, la réaction, une fois, la plus caricaturale, a été, écoute, tu vas pas nous embêter avec la Syrie, c'est même pas le PNB de la Slovénie, alors on a mieux à faire avec nos amis qataris et saoudiens. Bon, sans commentaire. Et en plus, Jacques Monin, ce n'est pas la première fois que l'on se trompe. Non, rappelez-vous, au moment de l'intervention en Libye, on a commis le même type d'erreur de jugement. Écoutez ce que raconte à ce sujet Patrick Mzadeh, qui est un ancien diplomate à Tripoli, qui a rencontré Benoît Colomba. À l'époque, Paris s'engage contre Kadhafi, on s'en souvient, mais c'est le Qatar qui tire les ficelles en s'appuyant sur sa chaîne de télévision Al Jazeera.
Dès le départ, l'objectif, c'était effectivement de faire sauter Kadhafi. Al Jazeera avait dès le départ mis en place une cellule de désinformation, ou en tout cas pour relayer les paroles de Libyens qui étaient en fait dans les studios d'Al Jazeera à Doha, et qui ont évoqué notamment l'histoire des bombardements, qui a été centrale, parce que l'histoire des bombardements, c'est ce qui a été repris par Nicolas Sarkozy le 21 février, 4 jours après le début de l'insurrection, à Bruxelles, pour déclarer la logique de guerre contre Kadhafi. Bon, les bombardements, il n'y en a jamais eu. Des bombardements de population civile imputée aux kadhafistes. Donc ça, c'est le premier volet de l'intervention qatari, c'est l'intervention médiatique. La deuxième intervention, c'est le soutien à une certaine frange de l'insurrection. Certains courants islamistes, qui ne sont pas tous maintenant des gens qui se reconnaissent dans l'État islamique, mais qui sont des gens qui ont été soutenus par le Qatar. Des livraisons d'armes, françaises d'ailleurs, via le Qatar, ça s'est fait. Est-ce que la France savait, selon vous, le jeu que jouait le Qatar ? Bien sûr, on a des hommes sur le terrain, on savait très bien. Il fallait que ça aille vite et l'objectif militaire premier, c'était la chute de Kadhafi. Donc à ce moment-là, personne ne voulait voir ce qui commençait à se dessiner en Libye. Voilà pour la Libye donc. Retour maintenant en Syrie. On a un groupe, l'État islamique, qui monte en puissance grâce à l'argent des Qataris et des Saoudiens. Mais cette aide va peu à peu s'interrompre. Oui, parce que le groupe État islamique devient de plus en plus dangereux. Il va s'approcher des frontières saoudiennes. Il devient si incontrôlable que ses alliés vont finir par couper effectivement les ponts avec lui. Et selon Alain Chouet, l'ex-patron du renseignement de la DGSE, à la mi-2013, les Saoudiens prennent en fait conscience que ces rebelles, les rebelles qu'ils ont aidés, peuvent se retourner contre eux. À l'été 2013, le cabinet royal saoudien a coupé les vivres complètement aux frères d'Égypte, mais aussi aux mouvements violents qui agissaient aussi bien dans le nord de l'Irak qu'en Syrie. C'est là qu'apparaît d'ailleurs l'État islamique, parce que jusque-là, il n'existe pas l'État islamique. Il y a un État islamique en Irak, mais il n'y a pas d'État islamique en Irak et au Levant. C'est important de le comprendre, parce qu'à partir du moment où l'Arabie et le Qatar coupent les vivres au mouvement, il est obligé de sortir du bois. Et on le voit sortir du bois. Sa première action, ça a été d'aller piller la banque centrale de Mossoul. Ils ont raflé 500 millions de dollars en billets et en lingots d'or avec lesquels ils se sont payés des chefs de tribus du nord de l'Irak. Qui paye commande? N'étant plus payé par l'Arabie saoudite, l'État islamique échappe à son créateur et reprend la stratégie classique des frères musulmans qui est de condamner la famille saoud. Le monstre a échappé à ses créateurs. L'Arabie saoudite prend donc conscience qu'elle a enfanté un monstre, et cette analyse, Jacques Monin, ce n'est pas simplement celle d'anciens patrons du renseignement français. Non, à ce moment-là, même les plus hauts dignitaires du pays d'Arabie saoudite reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs. Prenez par exemple le prince et homme d'affaires saoudien Walid bin Talal. C'est l'un des plus grands investisseurs saoudiens en France. C'est la 20e fortune du monde. Il possède entre autres le Georges V à Paris et plusieurs hôtels de Disneyland. Eh bien écoutez ce qu'il répond en octobre 2014 à une journaliste de CNN lorsqu'elle l'interroge sur le sujet. Et qu'en est-il du financement du terrorisme par des grandes fortunes saoudiennes? Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce qu'on réprime le financement des groupes terroristes, quels qu'ils soient? Très honnêtement, je dois vous dire que oui, on avait une faiblesse de ce côté-là. Malheureusement, quelques éléments extrémistes en Arabie Saoudite ont financé des éléments extrémistes en Syrie, mais l'Arabie Saoudite a pris des mesures très sévères pour y mettre fin. Et maintenant, tout ça, c'est terminé. C'est terminé, explique ce prince saoudien. Les choses sont peut-être un peu plus complexes. Bah oui, parce que comme souvent, il y a ce que l'on dit et ce que l'on fait, ou plutôt en l'occurrence, ce que l'on ne fait pas. Parce que si les Saoudiens ne font plus rien pour aider le groupe État islamique, ils ne font plus rien non plus pour lutter contre lui. Et c'est ce que remarque l'ancien haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, Pierre Conessa. L'Arabie Saoudite ne combat pas Daesh. En fait, ce sont des pays de l'OTAN qui combattent Daesh. Il y a 12 pays de l'OTAN, y compris l'Australie, plus 5 pays arabes, en fait, surtout la Jordanie, plus quelques pays du Golfe. Mais en fait, quand on regarde la composition des forces aériennes, on s'aperçoit que l'Arabie Saoudite met autant d'avions que la Hollande et le Danemark additionnés. Mais par contre, elle met 5 fois plus d'avions pour se battre au Yémen contre les Houthis, c'est-à-dire contre les chiites. Donc l'Arabie Saoudite fait la même politique que Daesh, c'est-à-dire la persécution des chiites, mais il n'y a aucune raison de se battre entre eux. La société saoudienne ne comprendrait pas pourquoi on va essayer de faire disparaître une société qui leur ressemble tant. C'est la même qui décapite, qui crucifie, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres religions.
L'Arabie Saoudite ne fait donc rien pour intervenir véritablement. Et en coulisses, son rôle pourrait être encore plus trouble, Jacques Monin. Si l'on en croit des sources bien informées, comme on dit, l'Arabie Saoudite continuerait indirectement de financer Daesh en achetant son pétrole au marché noir avec la complicité de la Turquie. C'est ce que soutient en tout cas un fin connaisseur du sujet, l'ancien patron d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, qui a lui-même longtemps travaillé en Irak et en Syrie. Le pétrole de Daesh ne peut sortir et ne peut être payé que par des gens qui sont prêts à le payer et à étouffer son existence. C'est forcément un mélange de Turcs et de Saoudiens. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que c'est les deux pays qui sont en liaison et qui ont la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'ils en font les Saoudiens de ce pétrole? Ils le blanchissent? Oh, ils l'utilisent forcément. Ils ne peuvent pas le blanchir. Je vous rappelle qu'un pétrole a un ADN et par conséquent, on sait d'où il vient si jamais il est sur le marché. C'est-à-dire que si jamais ils exportaient ce pétrole, ce serait su. Donc ce pétrole ne vient jamais sur le marché, donc ils l'utilisent plutôt. Enfin, bon, la laverie s'appelle une raffinerie. Voilà donc pour les éléments qui jettent le doute sur l'implication du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et pourtant, la France, elle continue d'entretenir les meilleurs rapports avec ces pays. Rappelez-vous, François Hollande s'est rendu dans le Golfe, c'était en mai dernier. Il signe avec le Qatar un contrat qui porte sur la vente de 24 Rafales. Et puis il y a un mois à peine, en octobre dernier, Manuel Valls, lui, se rend à son tour à Riyad pour signer des promesses de contrat. Et voilà d'ailleurs ce qu'il lance devant un parterre de dignitaires saoudiens. Avec l'Arabie Saoudite, nous avançons en confiance. Nous approfondissons une relation économique que nous tournons résolument vers l'avenir. Venez investir dans notre pays, au cœur de l'Europe. C'est le moment plus que jamais. À ce stade de votre enquête, Jacques Monin, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en Syrie, de très nombreux pays ont joué avec le feu. Oui, les États-Unis qui ont déstabilisé l'Irak, les pays du Golfe qui ont financé des mouvements djihadistes, la France qui a joué les rebelles contre le pouvoir syrien sans voir qui elle avait véritablement en face d'elle, et la Turquie donc qui laisse prospérer les trafics sur son territoire. Bref, pour Hosham Daoud, qui est anthropologue au CNRS, les responsabilités sont multiples. Tout le monde a joué avec Daesh. Tout le monde, il voulait jouer à travers Daesh pour s'imposer. En fait, on a créé Frankenstein. Aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver est-ce qu'il y a un moyen pour l'arrêter. Oui, il y a des moyens. On peut avoir des forces de coordination pour venir au bout de Daesh s'il y a une volonté politique. Une réponse politique sans doute, mais en attendant, c'est une réponse militaire qui est apportée. Oui, alors c'est d'abord un signe adressé à l'opinion française, c'est un signe de fermeté et de détermination, mais sur le terrain, l'efficacité des frappes est limitée et rien ne dit d'ailleurs qu'elles n'auront pas des effets pervers. Écoutez ce que pense à ce sujet l'ancien colonel de marine Michel Goya, toujours interrogé par Benoît Colomba. Vous savez, les frappes françaises, c'est 3% du total de toutes les frappes de la coalition qui n'a pas détruit l'État islamique. Les 200 et quelques frappes que nous avons réalisées, en réalité, c'est un petit coup porté à l'État islamique. Donc on peut imaginer d'augmenter les doses, je dirais, mais c'est pas fondamentalement, ça va pas changer grand-chose. Et est-ce que ça n'alimente pas le terrorisme encore un peu plus ? Oui, cette campagne de frappe aussi est un sergent recruteur remarquable sans doute pour l'État islamique. La campagne aérienne a peut-être, de la coalition dans son ensemble, a peut-être tué 400 civils. Donc tout ça, ça alimente globalement le ressentiment sur place, ça alimente l'idée que ce sont toujours les Arabes sunnites qui prennent des bombes dessus. Et au bilan, on a tué, alors la coalition dit, voilà, on a tué 10 000 combattants, c'est un chiffre qui est invérifiable en réalité, 10 000 combattants, mais elle en a recruté aussi un certain nombre. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cercle infernal. Mais comment faire autrement ? Aucune solution simple ne semble au moins à court terme se dégager. Reste l'autre question qu'il est peut-être aussi temps de poser, c'est celle de nos alliances avec Jacques Monin, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bah oui, peut-on adopter une posture morale lorsqu'il s'agit de Damas et fermer les yeux sur ce que font Doha et Riyad ? Comment peut-on être crédible si l'on fait du commerce avec des pays qui soutiennent un terrorisme que l'on dénonce par ailleurs ? Là-dessus, l'ancien spécialiste du renseignement Alain Chouet est catégorique. On ne pourra pas continuer éternellement dans une politique schizophrène qui consiste à vouloir imposer la démocratie dans certains pays en maintenant une alliance entre nos démocraties et la démocratie américaine qui est la plus grande du monde et les États théocratiques les plus réactionnaires de la région.
On a fermé les yeux sur l'idéologie prônée par ces pays parce qu'on la voyait pas, parce qu'on n'en voyait pas les effets. On n'en mesurait pas les effets parce que rien ne se passait chez nous, ou s'il se passait des choses, on les voyait pas. Maintenant, on les voit. Oui, alors question, la France va-t-elle évoluer de ce côté-là? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, Matignon affiche un embarras prudent et préfère insister sur l'évolution de ses alliés plutôt que sur ses turpitudes. Merci Jacques Monin pour cette enquête réalisée en collaboration avec Benoît Colomba. Enquête à retrouver sur notre site internet franceinter.fr et sur la page Facebook de Secret d'Info.